Le président libanais, le général Michel Sleiman et son épouse sont à Abidjan. Le couple présidentiel libanais est en visite officielle sur invitation du président ivoirien. Un séjour qui prendra fin samedi prochain. Aujourd'hui, 14 mars, c'est la journée mondiale du Rhin. Dans cette édition, nous nous rendrons à Bouaké pour revivre l'inauguration du centre d'hémodialyse de la ville. Et puis, l'Église catholique a un nouveau guide. Le pape François a été désigné hier. Sur notre plateau, le chargé de communication et des affaires extérieures de l'archidiocèse d'Abidjan, le père Augustin Aubrou, pour en parler. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Nous le disions en titre, le président libanais, le général Michel Sleiman, est à Abidjan. Une visite qui vient renforcer les 52 années de coopération qui unissent la Côte d'Ivoire au Liban. Le général Michel Sleiman est accompagné de son épouse, Madame Wafa Sleiman. Il séjourne en terre ivoirienne jusqu'au samedi. Remise symbolique des clés de la ville d'Abidjan, forum des opérateurs économiques libanais et ivoiriens, décoration du couple présidentiel libanais, visite guidée de certaines infrastructures et entreprises, tête-à-tête entre les présidents libanais et ivoiriens et enfin rencontre avec la communauté libanaise marqueront ce séjour. Renforcement de 52 ans de coopération. Les liens qui existent entre les deux pays sont déjà assez forts. En témoigne l'intégration de la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire. Le constat d'Adama Koné. Avec environ 100 000 ressortissants, la communauté libanaise en Côte d'Ivoire est la plus importante sur le continent africain. C'est dire que la coopération diplomatique établie le 4 octobre 1961 entre le Liban et la Côte d'Ivoire a porté ses fruits rien qu'en observant le mouvement migratoire entre les deux pays. Le Liban a été le premier pays arabe qui a ouvert une ambassade en Côte d'Ivoire en 1961. C'est très important pour nous deux, les deux pays, les deux peuples. Cette visite, il va ouvrir beaucoup de portes, beaucoup d'horizons. Les grands mouvements de Libanais vers la Côte d'Ivoire ont été enregistrés dans les années 70 et 80. Leur intégration est une réalité. En 2011, 6 000 Libanais ont obtenu la nationalité ivoirienne. Nous, les Libanais, en Côte d'Ivoire, nous sommes ivoiriens. Je parle ça devant tout le monde, nous sommes de même famille. Parce que quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que vous pouvez dire un message au peuple ivoirien? J'ai dit non. Je envoie un message à le peuple ivoiro-libanais parce que nous sommes ivoiriens aussi. Et depuis longtemps, nous sommes très bien intégrés là. Et il y a beaucoup de Libanais qui sont mariés avec des Ivoiriennes et ils ont des enfants d'origine ivoirienne. Je suis sûr qu'ensemble, on va construire l'avenir. Aujourd'hui, cette communauté est une pièce importante de la machine économique du pays. Selon le conseiller économique et social ivoirien d'origine libanaise, Roland Daguerre, les activités des Libanais pèsent autour de 35% dans l'économie ivoirienne. 3 indicateurs permettent de traduire ce chiffre en éléments simples. Le premier, le nombre d'entreprises. Officiellement, la Chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire déclare 250 entreprises. La réalité est bien loin. Ce sont 3000 sociétés créées par les Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Vous savez combien d'Ivoiriens travaillent chez les Libanais dans tous les domaines? Plus que 400 000. Deuxième indicateur, ces entreprises alimentent les caisses de l'État à hauteur de 350 milliards de francs CFA au titre de paiement d'impôts. Troisième indicateur, la répartition et le poids de ces entreprises. Elles représentent 60% du parc immobilier privé ivoirien, 70% du secteur de l'imprimerie et packaging et 43% de l'activité industrielle. Un tableau économico-diplomatique qui vaut bien le déplacement du président libanais en Côte d'Ivoire. C'est une visite historique. Historique. Et pour poursuivre sur le sujet, Francis Boifo est allé à la rencontre d'un ressortissant libanais impliqué dans la vie sociale ici à Abidjan.
Des ouvriers en pleine activité dans une unité de production de ciment. Nous sommes dans la zone industrielle de Koumassi. L'entreprise est dirigée par Ramzi Omaïs, un Libanais. Il emploie plus de 200 personnes et affirme les payer chacune plus de 100 000 francs CFA par mois. Ce salarié se dit satisfait de ses conditions de travail. Le salaire que je perçois vraiment me va droit au cœur parce qu'avec ce salaire, j'arrive à subvenir aux besoins d'un certain nombre de personnes. Associé en développement et action sociale, ce chef d'entreprise a créé en 2009 la fondation ATEF Omaïs. Nous avons réhabilité 2 maternités à Koumassi, nous avons réhabilité la maternité du CHU de Treichville, nous avons réhabilité au CHU de Yopougon, nous avons des activités dans le bec de Lièvre. Vérification à la maternité de Koumassi Campement. Réhabilitée en 2009, elle a bénéficié de plus de 16 millions de francs CFA d'investissement de la fondation. Aujourd'hui, on a quand même le minimum pour travailler dans de bonnes conditions et du coup, on réduit un peu tout ce qui est mortalité maternelle et infantile. Nous n'avons pas encore eu de mort maternelle ici, depuis 2009. Nous faisons en moyenne 1200 bébés par an. Un exemple d'impact social positif. Une initiative qui peut inspirer les 249 autres entreprises libanaises officiellement déclarées en Côte d'Ivoire. François, c'est le nom du nouveau guide de l'Église catholique. Le pape a été désigné hier en début de soirée, après 2 jours de conclave. Il s'agit de l'Argentin Jorge Mario Bergoglio. À 76 ans, il devient ainsi le 266e pape de l'histoire. Les Abidjanais se prononcent sur son élection au micro de Gabriel Zani. L'Église catholique a un nouveau pape. L'élection de sa sainteté François est saluée en Côte d'Ivoire. Mais après les félicitations, beaucoup d'attentes et d'espoir se cachent derrière cette satisfaction. Qui reste le pape, qui reste le berger qu'il est supposé être, et puis qui vive dans les vraies traditions de l'Église catholique. On a besoin qu'il soit très ouvert et qu'il puisse permettre à ce qu'il y ait ce œcuménisme que le pape Jean-Paul II a commencé si bien. Pour la première fois, l'Église catholique est dirigée par un pape venu d'un pays de l'hémisphère sud. Jorge Mario Bergoglio est argentin. Si pour de nombreux fidèles, l'origine du pape est sans importance, il souhaite par contre sa participation à la résolution des conflits. Qu'il soit un pape qui puisse faire de telle sorte qu'il y ait la paix, la vraie paix, dans le monde, surtout en Afrique, surtout notre pays, la Côte d'Ivoire. Une surprise, de nombreux musulmans attendent que le pape reste dans ses fonctions jusqu'au bout. Il doit être au service de la population, des fidèles. Il doit faire tout ce que les fidèles attendent de lui. Comme il a été élu, c'est qu'il remplit les conditions. Donc s'il remplit les conditions, il fait son travail. Connu en Argentine pour ses luttes contre la pauvreté, les fidèles ivoiriens attendent maintenant que le pape François s'implique dans la recherche de la paix en Afrique. Et pour en savoir plus sur l'élection du pape François, nous recevons le père Augustin Aubrou. Il est le chargé de communication et des affaires extérieures de l'archidiocèse d'Abidjan. Bonjour l'abbé. Bonjour. Abbé Mousse, papam, finalement, ces mots tant attendus ont été prononcés assez rapidement. Oui, bien sûr, après 2 jours et il me semble 5 scrutins, nous avons un pape et l'Église, comme d'habitude, est dirigée. Et nous sommes heureux, très heureux, parce que Dieu nous a donné un pape qui est le successeur de Pierre. Voilà. D'accord. Alors, le pape François, il ne faisait pas vraiment partie des favoris. Bien sûr, et je me réjouis du fait qu'on ait déjoué les pronostics, parce que les gens, les hommes pensaient que c'était comme une élection proprement humaine, mondaine. On parlait de campagne, de ceci et de cela. On a même donné des pronostics. Les uns pensaient à un Italien parce qu'il y avait plus de cardinaux italiens. Et on pensait même à des Africains et tout cela. Et je disais, c'est Dieu qui choisit le pape. Et cela a été démontré. Il y avait, on peut dire, 26 Italiens dans cette élection, dans ce collège des cardinaux, mais c'est un Argentin qui est sorti de l'Amérique latine. Pour dire que ce n'est pas le choix humain, puisqu'ils étaient déjà en prière, et je pense que c'est sous l'action du Saint-Esprit que nous avons eu ce pape qui, déjà par son nom, dit beaucoup. François, il a fait référence à Saint François d'Assise, qui
qui est quelqu'un qui a pensé aux pauvres et qui surtout nous a donné cette belle prière qui me semble vient de lui. Au Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a de la haine, que j'apporte l'amour. Voilà. D'accord. Alors le pape François, vous l'avez dit tout à l'heure, le premier sud-américain à accéder au rang de pape, c'est également le premier jésuite, c'est aussi le premier qui choisit le nom de François. Alors est-ce qu'on doit s'attendre à de grands changements, à de grands bouleversements? Je pense que quand on est élu et qu'on a un grand nombre de personnes qui restent sous notre coupole, nous avons à faire attention. Et je pense que même s'il avait un caractère, il va tenir compte de la vie. Et l'Église n'est pas dirigée par une seule personne, c'est par un collège. Et je pense qu'il répondra aux besoins du peuple, des fidèles, et surtout, il continuera la mission de l'Église qu'a commencé Benoît XVI. Il ajoutera quelque chose, comme Benoît XVI a ajouté quelque chose au pontificat de Jean-Paul II, et je pense que c'est l'Église qui est en marche. D'accord. Il ajoutera certainement quelque chose, comme vous l'avez dit, mais les grands défis restent quand même les mêmes. Les scandales, la foi qui n'est plus vraiment ce qu'elle était avant, le discours interreligieux, il y a beaucoup de choses encore sur lesquelles il doit travailler. Bien sûr, il y a un défi qu'il doit relancer. On l'a noté, je le disais à un journaliste, en Europe, il y a la sécheresse de la foi, on peut le dire. Il y aura une autre mission, je pense, et c'est l'exemple. Voici quelqu'un qui vient de l'Amérique latine, qui devient pape. C'est une réévangélisation, pas une dans le sens de refaire tout, mais c'est le Sud maintenant, disons, l'Afrique, les pays qui ont été évangélisés, qui apporteront aussi ce qu'ils ont reçu. C'est comme ça. Il y a un temps pour tout. Et je pense qu'il relèvera les défis. Même les scandales qu'il y a eu, c'est une société qui est humaine aussi. Et je pense qu'avec sa carrure et avec ce que nous avons vu déjà hier, avec tout ce qu'il a dit, son humilité, son abaissement, je pense qu'il apportera un plus à ce que Benoît XVI a eu à faire. D'accord. Alors, dernière question, vous avez parlé de changement, justement, avec l'avènement du pape François. On peut penser un jour à un pape africain? C'est selon les voies de Dieu. On n'avait pas pensé à un pape argentin, mais aujourd'hui, il y a un pape argentin. On n'avait pas pensé à un pape polonais. Il y a eu un pape polonais, il y a eu un pape allemand. C'est sûr qu'il y aura, puisqu'il y a des cardinaux africains, il pourrait y avoir un pape africain, mais c'est selon la volonté de Dieu. D'accord. Merci l'abbé d'être passé sur notre plateau pour nous éclairer. Merci à vous-même. D'accord. Mission conjointe FMI, BAD et Banque mondiale à Abidjan. Les bailleurs de fonds ont entamé hier 2 semaines de travaux qui visent à évaluer le programme économique et financier de la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2012 et ouvrir la voie à de nouveaux appuis budgétaires pour 2013. Les précisions de Jean-Jacques Kwameala. C'est la ministre ayant en charge à l'économie, Kaba Nialé, qui a donné le top départ de la mission conjointe Fonds monétaire international, Banque mondiale et Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Durant les 2 semaines, il s'agit pour les experts de passer au scanner le programme économique et financier de l'année 2012, un programme dont l'exécution a permis à l'État de Côte d'Ivoire d'obtenir un taux de croissance de 8,6. La mission va à la fois procéder à la revue 2012 et regarder les perspectives 2013. Je voudrais saisir donc l'occasion de cette réunion pour dire tout mon intérêt pour la poursuite de la bonne exécution du programme économique avec nos partenaires au développement. Les politiques économiques que le gouvernement a mises en place fonctionnent et permettent une reprise de la croissance. Et une reprise de la croissance, c'est non seulement un chiffre de PIB, mais c'est surtout des revenus, c'est surtout de l'emploi et des bénéfices pour la population ivoirienne. Au-delà de ces avancées, les experts vont examiner les réformes du secteur de l'énergie. Autre point à l'ordre du jour de cette mission, l'exécution du budget 2012, les réformes de la filière café-cacao, la justice et la restructuration des banques publiques. Le gouvernement qui a enregistré une reprise de l'activité économique, l'amélioration de la situation sécuritaire et la bonne performance de la mobilisation des recettes fiscales espère avoir le satisfecit des experts après cette mission.
Objectif, bénéficier d'un nouveau décaissement sous forme d'appui budgétaire au titre de la facilité élargie des crédits. Dans le secteur de l'énergie, le gouvernement reprécise les conditions pour bénéficier du tarif domestique modéré de 5 ampères. L'objectif est de réduire la fraude sur l'électricité, c'est ce que nous dit Noël Niagnou. Fini la fraude sur l'électricité. Les fraudeurs représentent 32% des abonnés au tarif domestique de 5 ampères, soit 21% de tous les abonnés de Côte d'Ivoire. Il a été décidé de leur basculement au tarif domestique général 5 ampères et pour cause. Leur consommation moyenne par bimestre se situe aujourd'hui à 358 kWh. Ces abonnés repartis sur l'ensemble du territoire bénéficient injustement d'un tarif social institué et subventionné par l'État au profit des couches sociales et économiquement faibles. Cette situation constitue à la fois un manque d'équité à l'ensemble des abonnés et une perte de ressources pour les investissements nécessaires à l'amélioration de la qualité et donc de fourniture de la clientèle. Il est bon de savoir que le tarif domestique modéré n'est pas supprimé. Il demeure en vigueur pour les couches sociales et économiquement faibles et dont la consommation est inférieure ou égale à 200 kWh tous les 2 mois. Autre précision, ce basculement ne nécessite aucune formalité particulière. Les abonnés basculés sont invités à changer leur disjoncteur ou compléter l'avance sur consommation à la compagnie ivoirienne d'électricité. L'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, a en charge la mise en œuvre du volet stage du projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, communément appelé PGDEC. Dans ce cadre, l'agence a rencontré les chefs d'entreprise des communes de Cocody, du Plateau, d'Adjamé et de Bingerville. Hugues Hervé Blé. Une offre de services différenciés pour répondre aux besoins et attentes des demandeurs d'emploi, employeurs, cabinets privés de placement, gouvernants et décideurs. De tout ça, il a été question à cette rencontre. À l'AGEP revient la mise en œuvre de la composante stage du projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences. Le projet financé par la Banque mondiale vise à améliorer l'accès aux opportunités d'emploi et de développement des compétences des jeunes ivoiriens âgés de 18 à 30 ans. Cet objectif, l'AGEP veut l'atteindre avec les entreprises. Les primo-demandeurs d'emploi, quand ils n'ont pas d'expérience, ils ne peuvent pas être pris dans des entreprises. Or, il faut qu'ils aillent dans des entreprises avant de se faire une expérience, d'où la nécessité de conjuguer les efforts pour permettre à ces jeunes-là d'avoir la perspective un jour de justifier quand même leur utilité sociale. Les entreprises marquent leur volonté d'accompagner l'AGEP, mais à certaines conditions. Nous attendons que l'AGEP mette l'accent sur le renforcement des capacités des personnes qui sollicitent des emplois à ces jeunes diplômés qui ont un diplôme, mais en réalité au niveau de la pratique, vraiment on rencontre beaucoup de difficultés au niveau opérationnel. De façon à mettre sur le terrain des personnes sorties des écoles, mais avec un plus, puisqu'ils auront acquis cette expérience au niveau de l'AGEP. Au titre de l'année 2012, l'AGEP a réalisé 2464 placements directs et effectué 1556 mises en stage. En ce qui concerne la justice, les audiences correctionnelles et criminelles du tribunal militaire d'Abidjan ont repris. 3 sous-officiers de police ont comparu. Ils sont poursuivis dans le cadre de la lutte contre le racket et les tracasseries routières. Les détails avec Abou Sanogo. Le parquet militaire est déterminé à traquer tous les agents des forces de sécurité qui s'adonnent au racket. 3 sous-officiers de police en service au commissariat du 8e arrondissement de Cocody ont comparu devant le tribunal. Ils sont poursuivis pour des délits de tentative d'extorsion de fonds et d'extorsion de fonds portant sur la somme de 2000 francs CFA au préjudice de 2 chauffeurs de taxi communaux. Des infractions jugées graves et qui portent atteinte à la dignité du militaire. Arrêtez de racketter, arrêtez de commettre les actes attentatoires à la discipline, à la dignité et à l'honneur. Tant que le dernier racketteur n'aurait pas quitté les rangs des forces armées, tant que le dernier racketteur n'aurait pas quitté les rangs des forces républicaines, de la gendarmerie et de la police, nous ne nous fatiguerons pas à les traquer, à les conduire devant le tribunal militaire et les juger. Les victimes ont expliqué au tribunal les circonstances dans lesquelles l'acte délictuel a été posé. Il y a 2 policiers qui m'ont arrêté, que j'ai mal garé la voiture, que je dois payer une amende de 2000. Je leur ai dit je vais travailler.
Mais je n'ai pas 2000 à lui donner. Elle me dit que j'ai combien? Je lui ai dit j'ai 1000 francs. Elle m'a dit de donner 1000 francs. Après le réquisitoire du procureur militaire Ange Kessi Benakwame et la plaidoirie des avocats des prévenus, le tribunal a délibéré. 3 mois de prison ferme pour l'un et 2 mois de prison ferme pour l'autre, assortis d'une amende de 50 000 francs CFA chacun. Le troisième sous-officier a été déclaré non coupable. Un verdict accepté par les avocats des prévenus. En partie, c'est gagné pour nous parce qu'il y a un qui a été déclaré non coupable. Les autres coupables, mais bon, nous en tenons à ce que le juge a décidé. Ce procès fera place à celui des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont commis des crimes contre les droits humains ainsi que les manquements graves à la discipline. Ajoutez à cela le procès des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont commis des exactions et des meurtres sur la population de Vavois. Depuis mardi, il se tient ici à Abidjan la 3e réunion du comité de coordination sous-régionale de la recherche et du sauvetage maritime. Cette réunion, nous dit Hugues Hervé Blé, est l'occasion d'évoquer les mécanismes de secours en matière de navigation. Ce que vise la réunion d'Abidjan, c'est apporter les réponses appropriées aux défis de la recherche et du sauvetage maritime face à l'accroissement du trafic maritime dans la sous-région. Il s'agit ainsi d'être prêt à faire face aux risques plus que probables de survenance des catastrophes et autres événements de mer et aux sollicitations en matière de recherche et de sauvetage qui, de ce fait, seront plus fortes. Il y a une volonté politique de coopérer, mais il faut rendre les services eux-mêmes effectifs. Cela consiste à améliorer les moyens, n'est-ce pas, de communication, à mettre en place des plans opérationnels qui permettent d'intervenir le plus rapidement possible en cas de danger. Le renforcement de la sécurité et de la sûreté dans les espaces maritimes et lagunaires reste pour la Côte d'Ivoire une préoccupation majeure. La 3e réunion du comité de coordination sous-régionale de la recherche et du sauvetage maritime de la zone 2 est l'occasion de le réaffirmer. Lorsque la navigation est sûre, le transport maritime se portera mieux, donc les ports seront plus compétitifs et nous pouvons mieux respirer au niveau du commerce maritime mondial. 4 centres de coordination de recherche et de sauvetage maritime sous-régionaux existent, en plus de celui de Monrovia Zone 2, centre auquel appartiennent, outre le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone et la Guinée. Dans quelles conditions vivent et sont formés les élèves aveugles et sourds? Pour nous donner une réponse, Victorine Yaoyobwe s'est rendue dans des écoles spécialisées. Nous ne sommes pas dans une volière, mais bien dans le dortoir des filles de l'école ivoirienne des sourds. Et la promiscuité dans laquelle elles vivent ne s'arrête pas là. En plus de partager leur dortoir avec les oiseaux, ces élèves sont obligés de dormir à 2 sur ces lits. Et la plupart des parents, ils sont à l'intérieur du pays. Au moins, si l'enfant est à l'internat, ça peut aider les parents. Et l'internat ici, la capacité d'accueil, vraiment. Nous avons autour de 80, les internes, voilà, filles et garçons confondus, pour un effectif de près de 200 enfants. La situation n'est pas plus réduisante à l'Institut national de la promotion des aveugles, INIPA, avec ses bâtisses vieillottes et sous-équipées. Le lycée français, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la formation professionnelle, n'est pas resté sourd aux besoins de l'INIPA. Il a fait un don de matériel d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Il reste maintenant à ouvrir davantage les yeux sur la situation de l'école ivoirienne des sourds, toujours à Yopougon. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du rein. Les maladies du rein prennent de l'ampleur et pour apporter son aide dans la lutte contre ce qui devient un problème de santé publique, la Fondation Kalou, en collaboration avec certains de ses partenaires, a offert un centre d'hémodialyse à la ville de Bouaké. Le reportage de Charles Tatou. Le SAMU étend ses missions à la ville de Bouaké. En partenariat avec la Fondation Kalou, il vient d'y installer un centre d'hémodialyse couplé d'un service mobile d'urgence pour le bonheur des insuffisants rénaux de cette partie du pays. Nous allons optimiser les secours routiers en appui à l'action du groupement des sapeurs-pompiers de Bouaké.
il était question pour nous de déconcentrer la dialyse. Et la Fondation Kalou nous a offert la possibilité de nous équiper. On a voulu aider ceux de l'intérieur parce qu'on s'est rendu compte après nos recherches que toute la population allait sur Abidjan. Il fallait habiter chez des parents. Donc j'imagine que vous savez ce que cela. Il y avait beaucoup trop de précarité. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, a effectué le déplacement à Bouaké pour inaugurer le premier centre de dialyse de l'intérieur du pays, dont les bâtiments ont été offerts par l'équipe municipale de Bouaké. Avec à sa tête le maire Fanny Ibrahima Pouti, ce centre révère d'une importance capitale. D'une capacité de 10 générateurs, le centre a été doté de 14 générateurs, de 20 ordinateurs et de 16 000 dialyseurs. Coût global de ces équipements, 300 millions de francs CFA. Raymond Goudou Kofi a salué l'initiative du SAMU et sa partenaire, la Fondation Kalou. Le président de la République a décrété l'année 2013 comme année de la santé. Et par rapport à cela, un de ses premiers objectifs, c'est de rapprocher les infrastructures sanitaires des populations. Donc aujourd'hui, l'inauguration de ce centre est un des actes que nous venons de poser pour justement répondre aux aspirations, aux objectifs du président de la République. Et la Fondation Kalou nous donne cette opportunité. Je voudrais signaler également qu'il serait possible éventuellement que la semaine prochaine, ou alors plutôt au début du mois de mars, que nous puissions également, encore une fois, inaugurer, n'est-ce pas, un autre centre d'hémodialyse qui sera mis à la disposition des malades de Yamoussoukro. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida ne pouvait présider à Bouaké une cérémonie relative à la santé sans jeter un regard sur les formations sanitaires de la ville. Une visite inopinée l'a conduite au CHU. Visite à la suite de laquelle elle dit être satisfaite du travail de ses collaborateurs. Et toujours dans le domaine de la santé et à Bouaké, le réseau de surveillance de la grippe a dressé le bilan de ses activités. On en retient que les virus circulent dans le pays. Les explications de Kwadio Kwame. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida renforce la protection des populations contre la grippe à partir d'informations utiles. Informations issues du système de surveillance. Pour relever ce défi, il est nécessaire d'estimer le fardeau réel de la grippe en termes de morbidité et de mortalité et les risques que constitue la maladie. Les virus grippaux circulent de façon permanente dans notre pays, que la transmission est continue toute l'année. Mettre en place des stratégies pour protéger les populations contre cette maladie. Il y a la vaccination, il y a les mesures préventives d'hygiène, il y a les mesures d'hygiène respiratoire, comment se protéger contre les éternuements, contre la toux. Donc il y a toute une série de mesures d'hygiène simples. En 5 ans, le réseau a obtenu des résultats satisfaisants s'agissant de la détection précoce des épidémies de grippe, la confirmation de la circulation des virus grippaux et la gestion de la grippe pandémique en 2009. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida est disposé à accompagner le réseau dans la lutte contre cette maladie imprévisible à l'origine de pandémies et d'épidémies meurtrières. Le représentant de la tutelle a encouragé les membres du réseau à persévérer dans l'effort car le chemin à parcourir est encore long. Et avant de nous quitter, ce rappel, le président libanais, le général Michel Sleiman, est à Abidjan. Une visite officielle qui vient renforcer les 52 années de coopération qui unissent la Côte d'Ivoire au Liban. Le général Michel Sleiman est accompagné de son épouse, Mme Wafa Sleiman. Il séjourne en terre ivoirienne jusqu'au samedi prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI1.